Bienvenue, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On va passer 2 heures ensemble, 2 heures assez vivantes, hein. On va vous mettre à contribution. Je vais vous présenter le programme tout de suite. Je m'appelle Oelbo, je fais partie du conseil de développement. Je vais vous présenter le conseil de développement, ce qu'on y fait. Je vais vous présenter la saisine citoyenne qui est en cours sur le sujet de la vidéoprotection. Ce mot-là est peut-être un peu encore obscur pour vous, il ne le sera pas dans quelques minutes. Et donc après, je vais vous présenter aussi un certain nombre de données d'entrée qu'on a capitalisées sur le sujet de la vidéoprotection. Voilà, ça servira d'ouverture à ce temps, et on passera ensuite à un temps de table ronde avec 2 invités ici présents que je prendrai le temps de vous présenter tout à l'heure. Je laisse un peu de suspense, vous les avez peut-être déjà vus dans les invitations. Autour de cette thématique, et donc ça sera très interactif. Vous verrez à chacun de ces temps-là, les 4 temps que vous voyez, que ce soit sur la partie conseil de développement saisine, la vidéoprotection aujourd'hui, la vidéoprotection demain et la place du citoyen dans la vidéoprotection, à chaque fois il y aura un temps de partage, de présentation et un temps d'interaction entre vous où vous pourrez discuter de ce que vous venez de recevoir comme information et poser des questions à nos 2 invités. Et on terminera par un petit cocktail dînatoire tous ensemble, un mot de la fin bien sûr, et on pourra poursuivre les débats et les échanges à ce moment-là. Ça vous va ? C'est bon ? Alors, le conseil de développement, KESACO. Donc c'est une institution qui épaule. Alors je vous parle de ma place de citoyen, donc je fais peut-être des erreurs, des approximations, des imprécisions. Merci pour votre tolérance par rapport à ça. Donc c'est une instance qui a été renouvelée. On est dans une phase d'expérimentation puisque dans sa nouvelle mouture, ce sont 25 citoyens bénévoles, volontaires, issus du territoire de Nantes Métropole, avec une parité entre les hommes et les femmes, des catégories socio-professionnelles, des âges, et j'en oublie peut-être. Pardon ? Géographique, oui. La moitié de Nantes et l'autre moitié des communes de Nantes Métropole. Et donc on s'est retrouvés pour cette expérimentation il y a 2 ans maintenant. La singularité de ce conseil, et je vais vous présenter les missions ensuite, c'est d'être un relais entre donc, les citoyens et les élus de Nantes Métropole. On a appris à travailler ensemble, on s'est formé à l'intelligence collective, on a défini notre charte de fonctionnement, notre gouvernance. Ça, c'était sur la première année, et on attaque la 2e année du conseil de développement avec le traitement des saisines. On a défini aussi nos valeurs. Je vais prendre une petite minute pour vous les présenter parce qu'elles sont importantes pour nous. L'originalité dans son fonctionnement, et notamment dans le mode de gouvernance, puisqu'on est sur un mode de gouvernance horizontal. Oui, c'est ça, horizontal. Il ne faut pas que je confonde entre les deux. Et vraiment avec la volonté d'aller chercher les citoyens pour répondre à des questions qui sont issues soit des citoyens eux-mêmes, soit de Nantes Métropole, j'y reviendrai. L'indépendance du collège vis-à-vis des citoyens qui nous sollicitent, vis-à-vis de Nantes Métropole. On est, nous, les 25 membres du collège, on essaye autant que possible d'être le plus indépendant possible, même si forcément on est rattaché à Nantes Métropole et qu'on a des soutiens de Nantes Métropole à travers 2 salariés. Transparence, et c'est ce à quoi je m'exerce en ce moment même devant vous. Et l'exercice qui va suivre sera dans la même veine. Inclusion de tous et toutes au sein de notre conseil, d'essayer de respecter et d'encourager la diversité, mais aussi dans ces appels citoyens, vous le verrez, d'aller chercher en fait les signaux faibles, d'aller chercher les personnes qui n'ont pas forcément la voix au chapitre et voix aux décisions d'habitude. Et puis la dernière de nos valeurs, c'est l'ouverture, et notamment sur la façon de penser, sur les différentes façons de penser, sur les points de vue, de respecter la différence de point de vue. Un exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au Conseil de développement ? Notre mission principale, c'est d'organiser la tenue de saisines. Une saisine, c'est un sujet qui nous est apporté, soit par des citoyens, soit on peut aussi s'auto-saisir si on considère qu'il y a un sujet qui doit absolument être traité, soit de Nantes Métropole. Donc,
il nous apporte un sujet et nous, on va organiser un débat démocratique avec un groupe d'autres citoyens volontaires. Donc nous, on est simplement là pour organiser ce débat et accompagner des citoyens volontaires à répondre à la question posée. On va les faire monter en compétences sur la thématique, leur faire rencontrer des experts de la thématique. Et puis, c'est ce qu'on fait ce soir, d'ailleurs. Il y a le panel des citoyens qui est à côté en train de se retrouver, en train de travailler ensemble, parce que ça, ils l'ont déjà vu, ils connaissent. Et ils nous rejoindront juste après pour la deuxième partie de Table Ronde. Puis on a également un événement annuel qui s'appelle l'Agora, et puis on peut être amené à organiser des conférences débats. Mais je dirais que le cœur de notre activité, c'est un sujet. Là, c'est la vidéoprotection qu'on mène en ce moment. Il y en a un autre, on est dans le cadre d'un appel citoyen, je vous la présenterai juste après. Et il y a une autre saisine qui est traitée par le Conseil de développement en même temps, sur la santé mentale des jeunes. Donc voilà, nous, on est ce collège organisateur. C'est important pour moi de repréciser vraiment. On a été sollicité par des citoyens sur cette saisine. Il y a eu plus de 50 signataires. Ils étaient 90 initialement à nous solliciter pour travailler sur la vidéoprotection et la place de la vidéoprotection au regard des libertés individuelles. Et nous, on fait travailler des citoyens on a fait un appel à candidature, je vous le présenterai après, pour répondre à cette question. Et on s'appuie donc sur le vivier entre les deux. Donc c'est des experts, des chercheurs, des personnes des fois de Nantes Métropole, des personnes de l'université, et en fait toutes les personnes de bonne volonté qui veulent nous aider dans cette démarche. Voilà. Donc nous, on est le lien entre tout ça. Pour en venir à notre sujet, la vidéoprotection, on a donc été saisi l'année dernière par un groupe de citoyens, comme je vous le disais, avec la question suivante. Là, je vous ai remis l'appel qu'ils nous ont fait. Le but, c'est évidemment pas de le lire. Je vais ni vous le lire, ni vous demander de le lire. La question qui nous est posée, caméra de vidéoprotection ou de vidéosurveillance dans la métropole nantaise, quelles limites et garde-fous démocratiques? Et donc, ça s'appuie notamment sur la nouvelle loi liée au JO 2024, et ça aussi, j'y reviendrai, avec des questions de garde-fous démocratiques. À partir de là, nous, on a redéfini comment on souhaitait travailler sur la question. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est d'abord, il faut faire un état des lieux de la situation réglementaire. Nous-mêmes, on était très peu informés, très peu formés sur le sujet. Donc, on a commencé à creuser la question et à faire le point de où on en était au niveau européen, français, parce que le droit se décline de cette manière-là. Et puis, concrètement, sur la métropole. Et l'idée, c'est d'aller, à partir de ça, de ces données d'entrée, d'aller sur un débat d'idées sur où va-t-on. Donc, vous voyez, il y a une partie état des lieux. D'ailleurs, la table ronde est construite comme ça ce soir aussi. État des lieux et ensuite prospective. Demain, quel garde-fou démocratique? On a fait donc appel à des citoyens volontaires. Alors, on était plein d'idéaux, de diversité, de représentativité. On voulait des personnes plutôt pour et plutôt contre, pour que ça ne soit pas idéologique, mais justement pour remettre du débat démocratique. On voulait de la parité, on voulait un équilibre sur le territoire, un équilibre dans les catégories socio-pro, on voulait des personnes des quartiers prioritaires pour leur donner la parole. Ce que je vous disais, c'est conformément à nos valeurs qu'on a posées la première année, et un équilibre des âges. Et il se trouve qu'on fait avec ceux qui... donc c'est pas parfait en termes de représentativité. Alors aussi, j'ai appris ça depuis que je suis au Conseil de développement. Si on veut être représentatif d'un point de vue statistique sur la métropole nantaise, il faut 5000 personnes. Donc déjà, on l'oublie. Là, on cherche, à travers ces critères, à avoir une forme de représentativité. Et donc, on a eu 12 réponses, ce qui est pas mal déjà. On n'est pas loin de notre cible, entre 15 et 20. Vous voyez, plutôt des hommes. C'est l'inverse sur la santé mentale. Je vous laisserai faire vos interprétations. Plutôt une majorité de personnes qui n'avaient pas forcément d'avis tranché, qui venaient justement pour se faire un avis, même s'il y avait aussi un peu quelques personnes vraiment contre et vraiment pour. Mais voilà, une belle représentativité de ce côté-là. Une majorité de Nantais, forcément, ça se passe à Nantes, donc forcément c'est plus facile sans doute pour les Nantais. Bref, en tout cas, on va travailler, et surtout 0 personnes des quartiers prioritaires malgré nos tentatives. Donc on va continuer à travailler pour essayer d'améliorer cette représentativité sur les prochains appels citoyens.
Comment se passe cette saisine? 3 grands temps. Le premier, état des lieux. On a dressé le panel de la situation, alors incomplet, hein, parce que c'est un sujet assez tentaculaire, vous en doutez, avec donc ces 12 personnes, le but étant de dégrossir le sujet au maximum et qu'ils s'en emparent. On est au temps 2, et là c'est avec vous, on l'ouvre au grand public, pendant qu'ils travaillent à côté, comme je le disais, ils vont nous rejoindre juste après, sur cette table ronde, donc avec Thomas Jusquiam, qui est juste ici, et Denis Taledec, juste derrière, journaliste spécialiste pour le premier, élu à la sécurité de Nantes Métropole pour le second. Et là, on va commencer, là on n'était vraiment que dans l'état des lieux, là on va commencer à parler prospective. Et puis, on va se revoir le 16 janvier, cette fois qu'avec le panel, les 12 citoyens qui nous suivent dans cette démarche, pour arriver sur l'étape difficile des préconisations. Voilà. Ça, c'est la bulle de confort qu'on a dans les ateliers, parce qu'on souhaite des débats de qualité, apaisés, respectueux. Et donc, au sein de ce groupe, on a posé cette bulle de confort, la parole brève, équilibrée, de parler en son nom, au jeu, le respect et le prendre soin de soi avant tout, des autres aussi, et de la différence de point de vue. Et enfin, la présence et la co-responsabilité, notamment sur le livrable. On est tous ensemble avec cette mission de faire un livrable. Et ça va dépendre d'eux, et ça va dépendre de cet aspect-là notamment. Et la légitimité, puisque c'est souvent aussi un point dans les sujets de démocratie participative, les personnes ne se sentent pas forcément légitimes, donc on les invite à se sentir légitimes de leur point de vue. Voilà pour cette première partie. Petite respiration. La deuxième est costaud, hein. Peut-être que ça va réveiller chez vous des questions, des envies d'approfondissement, et c'est pas le lieu, c'est pas l'objet, puisque l'objet de ce soir, c'est la table ronde. Moi, je dois être le plus court possible pour passer la parole, et on a déjà pris un peu de retard au lancement. Donc, je vais vous partager le travail préparatoire qu'on a fait, qu'on a produit pour le premier atelier. Et c'est une synthèse graphique de la situation de la vidéoprotection en partant du niveau réglementaire et d'arriver sur la situation de Nantes Métropole. C'est incomplet, c'est imparfait et c'est sourcé. Donc, autant la synthèse graphique, elle n'est pas contractuelle, hein, je vous préviens, on a fait ce qu'on a pu. Par contre, il y a toutes les sources si vous voulez approfondir la question. Alors, déjà, vidéosurveillance, vidéoprotection. C'est quoi la différence? C'est la première question qu'on s'est posée. Eh bien, la vidéoprotection, on parle de vidéoprotection pour l'espace public, et donc seules les autorités publiques ont le droit de filmer la voie publique. Donc nous, on a contraint le sujet à la vidéoprotection. Et la vidéosurveillance, c'est les caméras de surveillance dans l'espace privé, et donc que ce soit les magasins comme chez soi, si vous voulez mettre des caméras chez vous. Donc nous, on ne traite pas cette partie-là. On se concentre sur la vidéoprotection dans l'espace public. On est dans un cadre réglementaire. Il y a une directive européenne qui a été traduite en 2023 en France. Il y a la loi informatique et liberté, RGPD, police-justice. On est dans ce cadre réglementaire-là. Et pour les questions sur lesquelles on travaille, c'est important de pouvoir y avoir accès et de le comprendre. Et pas facile, ça. Hein. Ouais. C'est lourd. Ce sont des outils sécuritaires et en même temps dans un cadre réglementaire de protection des données. Donc il y a toujours ça peut créer des tensions entre les deux, entre le souhait d'outils sécuritaires et le cadre réglementaire dans lequel il évolue. Et puis il y a aussi possiblement des tensions entre des notions de sécurité intérieure et des questions de liberté individuelle. L'enjeu est là. Voilà. Autorités, les seuls à filmer la voie publique, les particuliers uniquement dans leur propriété. La vidéo-verbalisation est interdite, sauf pour la sécurité routière. Et la VSA, on en reparlera, c'est la vidéo algorithmique, de surveillance algorithmique, je crois, est autorisée dans un cadre d'expérimentation suite aux JO. Les JO étaient une opportunité pour tester ça à l'échelle nationale. Ce n'est pas le cas à Nantes. Qui fait quoi? On s'est aussi posé cette question-là. Donc cette synthèse, ça fait aussi partie de notre livrable. Là, ça me permet de mettre tout le monde au même niveau d'information et de pouvoir aller plus en détail après dans les débats, de passer
ces données de base, si je puis dire, mais ça servira, nous, c'est aussi un des livrables qu'on transmettra à la fin de la saisine à tout à chacun pour que les personnes puissent s'en emparer, puissent apprendre et creuser ça, et on a essayé de le rendre ludique et compréhensible. Donc qui fait quoi? Ce sont les maires qui décident. Donc ça nous a fait hésiter, parce que nous, on est dans un mandat de Nantes Métropole. On n'a pas les recommandations qu'on va faire, on les fait à Nantes Métropole. Or, ce sont les maires qui décident de mettre en place. Et vous voyez le processus au-dessus. Néanmoins, il y a le CSU, le Centre de surveillance urbaine, qui est un peu un espace de Minority Report, vous voyez, avec plein de caméras et tout le monde qui regarde comme ça. Ça, c'est une compétence de Nantes Métropole. Et c'est ce qui nous a fait prendre le sujet, voilà, parce qu'il y a quand même un pouvoir d'action de ce côté-là. Voilà comment ça se répartit. Et donc ce CSU, alors, CSU dans une métropole, dans les plus petites communes, ça peut être des sociétés privées qui font ça, qui sont accréditées, voire personne. C'est-à-dire qu'on met des caméras, mais il n'y a personne derrière et on va voir les caméras que quand il y a un problème. C'est un cas assez fréquent. Donc il y a ces différentes situations. Et donc derrière ces CSU, on a des policiers municipaux ou des agents de la ville qui travaillent ensemble sur ces questions. Il y a des caméras dites classiques, et nous, à Nantes, il n'y a que ça. Hein. Et il y a des caméras augmentées et biométriques pour aller sur des... Donc augmentées avec une notion d'algorithme. Quand on parle de VSA, c'est de ça dont on parle. Et celles-ci qui vont jusqu'à la validité, enfin la reconnaissance des personnes. Et donc, et l'IA dans tout ça, on s'est aussi posé cette question-là, puisqu'elle était clairement énoncée dans la saisine citoyenne. L'IA, c'est en fait des apprentissages qui peuvent être supervisés ou non supervisés. Supervisés, c'est l'homme qui va apprendre à la machine à repérer des situations dites suspectes, avec un certain nombre de biais, comme on en a tous, comme partout. Ou ça peut être des apprentissages non supervisés, et ça c'est assez amusant, moi j'ai appris ça, enfin assez amusant, je ne sais pas, où en fait l'algorithme repère des schémas qui sont dits anormaux. Mais pour vous donner un exemple, puisqu'en plus on parle beaucoup de ça actuellement, et notamment avec Marseille, sur le trafic de drogue, s'il y a un point de deal, ça va être considéré comme quelque chose de normal, parce qu'il est tout le temps là. Et à l'inverse, quelqu'un qui s'arrêterait, qui sortirait une planche à dessin pour croquer la ville, pourrait être considéré suspect. Donc, je donne des exemples un peu caricaturaux, mais c'est pour comprendre que c'est pas si simple. Et faire réussir à identifier, à éviter les faux positifs ou les vrais, voilà, non, les faux positifs ou faux négatifs, c'est pas forcément si évident. Donc ensuite, la question, c'est l'effet. Est-ce que ça marche ou pas, quoi? C'est ça qu'on a essayé de creuser, puisque c'est une des questions. Le coût-bénéfice. Il y a une méta-étude de 80 études qui ont été menées en Europe. Malheureusement, il n'y a pas d'étude française qui a été retenue pour cette méta-analyse. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été jugées suffisamment solides méthodologiquement. Problème des études, hein, il y a toujours des biais. Mais c'est quand même un sujet de se dire qu'il n'y a pas d'études françaises retenues pour cette méta-analyse qui tend à montrer, c'est un gros travail de fond qui compile des tonnes d'études considérées solides, qui tend à montrer qu'il y a 10% de probabilité de délit en moins, mais avec quand même une distinction dans les types de délits. Il y a des délits, des effets positifs sur les parkings, sur les zones résidentielles, sur le vol et destruction de biens, sur les crimes aux véhicules et sur les délits liés à la drogue. Là, il y a des effets positifs qui sont constatés. Par contre, sur le centre-ville, les logements collectifs, des sujets d'actualité ou qu'on peut entendre, qui peut se poser dans le débat public, les transports publics, les crimes violents ou les troubles à l'ordre public, l'ensemble de ces études ne permet pas de montrer qu'il y a des effets positifs significatifs. Donc il y a une notion de décorrélation entre l'évolution de la délinquance et l'enjeu politique. Voilà. Parce que ce qui est dit aussi dans ces études, c'est qu'il y a des indicateurs qui montrent qu'à travers la mise en place de vidéosurveillance, ça montre aux citoyens que l'élu prend en compte la sécurité.
Et combien ça coûte? Ça coûte entre 10 à 30 000 euros pour l'installation d'une caméra à la charge des communes, même si elles peuvent être subventionnées par l'État, par le département, la région, à hauteur de 80%. Et ça coûte ensuite, donc ça c'est pour l'installation, c'est la mise en service, et ensuite 2 000 euros par an par caméra, surtout pour les personnes qui les regardent, hein. C'est avant tout ça la dépense principale, mais aussi pour le maintien, etc., l'entretien. Et donc à Nantes, entre 2018 et 2024, on est passé de 96 à 330 caméras. Voilà, donc on est plutôt dans une logique assez exponentielle. On voit que même entre 2022 et 2024, ça a doublé. On est à une caméra pour 980 habitants. Et pour donner quelques points de repère, voilà, c'est une caméra pour 80 habitants à Nice ou une caméra pour 1800 habitants à Rennes. Et à Toulouse, on est à peu près dans le même ordre de grandeur. Et donc nous, on a un CSU avec 19 opérateurs civils. Et effectivement, de toute façon, c'est assez simple, hein, 330 x 2000, ça coûte à peu près 660 000 euros par an à la collectivité. Donc là, vous voyez les villes, on est sur Nantes Métropole, qui font appel à de la vidéosurveillance, protection, excusez-moi. Certaines où on n'a pas trouvé, alors c'est à prendre avec des pincettes, on est en cours de construction, hein, de ces données. On va les chercher un peu un par un pour savoir qui fait de la vidéoprotection ou pas. Donc Paris, par exemple, 2,5 millions par an pour la vidéoprotection. Et donc, est-ce que ça aide à la résolution de délits? C'est aussi une des questions qui est posée et qui nous est posée pour savoir, pour essayer d'évaluer ce coût-bénéfice. Eh bien, il y a eu 1080 opérations coordonnées avec les forces de l'ordre qui ont été annoncées par le CSU depuis 2018. Et si on corrèle ça avec le nombre d'opérations de faits sur la voie publique, ça fait 0,84% des cas en 2018, 0,9% en 2022. Si on regarde l'aide à la résolution d'enquête, il y a eu 3000 extractions vidéo depuis 2018. On a fait avec les chiffres qu'on a trouvés, hein. On ne demande qu'à avoir, et c'est un travail qui continue à se faire, hein. Ça, c'est des chiffres qu'on a de Nantes Métropole. À chaque fois, il y a les sources en bas. Vous l'avez sur chacune des slides. On a 3000 extractions de vidéos depuis 2018. Et si on corrèle ça au nombre de passages devant les tribunaux sur des faits similaires, ça fait entre 2 et 2,5% entre 2018 et 2022. Et au-delà de ça, il y a une étude à Grenoble très intéressante sur de quelle manière c'est utilisé et que ça apporte une preuve tangible dans les procès. Et ça tend à montrer que ça a une faible portée dans les procès, dans le sens où il y a une qualité d'image, interprétation subjective, et voilà, on n'arrive pas à identifier la personne ou ce genre de choses, même si les policiers, eux, sont sûrs, les magistrats, eux, considèrent que c'est pas recevable. Je vous dis ça, je suis très loin du monde des juristes, hein, donc merci pour votre tolérance une fois de plus. Je ne suis pas un expert. Et je vais passer très vite la parole aux experts, justement. Mais avant ça, je vais vous proposer, je vous ai donné plein de données comme ça, à la fois sur le conseil de développement, sur la saisine et sur la vidéoprotection. Vous aurez cette présentation à l'issue de... Et je vous propose de trouver un binôme, de vous lever si c'est nécessaire, ou en tout cas de assez vite trouver un binôme pour échanger pendant 3 minutes top chrono, sur qu'est-ce qui m'a intéressé, qu'est-ce qui m'a marqué, qu'est-ce qui m'a questionné, qu'est-ce qui m'a surpris sur ce que je viens de voir. C'est à vous. Alors, quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein. Sinon c'est trop facile. Sur les 3 temps qui viennent, à chaque fois, il y aura un premier temps d'ouverture par nos 2 invités, un temps d'interaction avec vous et des questions-réponses à travers Mentimeter. Et c'est à toi, Florence. Ouais. Bonsoir, merci à vous d'être avec nous ce soir sur ce sujet qui nous concerne tous, hein, la vidéoprotection.
OL l'a déjà dit, ça va être une table ronde en 3 temps avec 3 axes de discussion et 2 intervenants. Vous aurez le temps effectivement de poser vos questions après chaque temps. Donc vous aurez le temps d'interagir avec nos intervenants. Je vous les présente rapidement. On a avec nous, alors je commence par Thomas Juscam, qui est à côté de moi, journaliste indépendant, auteur de Circuler la ville sous surveillance. Vos sujets de prédilection, vous, c'est les dispositifs de sécurité, de contrôle, de surveillance. Ça tombe bien, c'est un peu le sujet de ce soir. Et vous collaborez notamment avec Le Monde diplomatique, Médiacité et Street Press, entre autres. Et on a avec nous Denis Taledec, merci à vous d'être là, conseiller municipal de la ville de Nantes et élu métropolitain. Alors moi j'ai mis spécialiste des questions de prévention, circulation, sécurité. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas spécialiste, mais peut-être que vous avez une présentation. Bon, alors élu, mais un petit peu quand même aguerri. On va commencer alors le temps 1. On va parler effectivement de l'état des lieux aujourd'hui, ce que vous avez vu un peu rapidement avec OL. On va rentrer dedans, c'est l'occasion là, avec nos experts. Temps 2, ce sera demain. Comment on imagine le futur à 5, 10, 15 ans. Et puis le dernier temps, c'est un sujet qui est quand même le cœur, c'est la démocratie, quelle place le citoyen pourrait avoir dans des instances de contrôle ou en tout cas dans des choix de vidéoprotection, de dispositifs de vidéoprotection et dans le contrôle. Donc temps 1, c'est maintenant. On commence avec vous, Thomas, sur où on en est aujourd'hui en matière de vidéoprotection. On l'a vu sur la métropole nantaise, 330 caméras aujourd'hui. C'est pas Nantes, hein, c'est métropole nantaise, on est bien d'accord. Et il y en aura 500 en 2025. On va voir comment ça se passe ailleurs, pas sur le nombre de caméras, c'est pas le sujet, mais bon, quand même un petit peu. Comment on en est arrivé là et l'efficacité de ces dispositifs de sécurité. Comment on l'évalue et puis les enjeux que ça pose, toutes ces nouveaux dispositifs, enfin pas ces nouveaux dispositifs, en tout cas les dispositifs de vidéoprotection, qui existent aujourd'hui un peu partout dans le monde. Peut-être vous avez une vision très globale. Et vous avez 5 minutes. 5 minutes, c'est ça. Bonsoir à toutes et à tous déjà, merci d'être là et merci pour l'invitation. Du coup, pour faire très rapide, effectivement, c'est bien de repartir sur un aspect un peu historique. La caméra elle a été déployée la première fois en 1991 ou 94, j'ai un petit doute, à Levallois-Perret. Et c'est intéressant de noter que ça a été installé avec un flou juridique. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait rien qui encadrait la captation des images dans l'espace public. Et c'est Patrick Balkany à Levallois-Perret qui a commencé à les installer. Et il y avait déjà un premier audit qui avait été fait à l'époque pour connaître l'efficacité de ces dispositifs. Disons que le dispositif avait montré certaines limites, en tout cas pour lutter contre le crime et contre la délinquance. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, on a des premiers tests autour des années 80, notamment à New York, où il y avait un rebond de la criminalité, de la prostitution. Il y a un grand dispositif qui a été installé et même constat, on arrive à, disons, très peu de résultats, en tout cas en termes de baisse de criminalité, de délinquance. Et d'ailleurs, le dispositif a été abandonné pendant quelques années, à la fin des années 80. Donc pour revenir en France à ce qui nous intéresse, malgré ces premières expérimentations, on va dire, la caméra se déploie. Au fil des ans, de plus en plus de communes s'équipent. La CNIL estimait en 2012 qu'il y avait à peu près 1 million de caméras dans l'espace public. Alors, il faut comprendre qu'il y a les caméras de l'espace public, donc qui sont gérées par les municipalités et par les municipalités, mais il y a aussi des caméras des banques qui filment aussi l'espace public. Donc la CNIL intégrait ces chiffres-là à l'intérieur. Mais on n'a pas de chiffre exact sur le nombre de caméras qui filment l'espace public en continu. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que de plus en plus de communes s'équipent. Le chercheur Laurent Mucchielli, dans un livre qui s'appelle « Vous êtes filmé », le bluff de la vidéosurveillance en sous-titre, arrive à démontrer qu'on serait autour de 80 ou 90% de communes équipées en France autour de 2018. C'est une tendance qui se confirme.
Donc voilà, la vidéosurveillance, en tout cas en France, va bien. En termes de chiffres, c'est aussi une industrie qui se porte très bien. Il faut aussi le répéter parce qu'il y a aussi des enjeux économiques dans cette histoire, hein. On en discutera des aspects sécurité ensemble, du sentiment d'insécurité, toutes ces choses-là. Mais il faut aussi rappeler que c'est surtout un secteur très florissant. Le secteur de la sécurité en France, c'est 28 milliards de chiffre d'affaires. Le secteur de la sécurité urbaine, c'est 170 milliards en Europe. Et en France, le secteur de la vidéosurveillance, c'est 1,7 milliard. De mémoire, alors ça je l'ai noté parce que je ne me souviens jamais, mais c'est à peu près 1500 entreprises, plusieurs milliers de personnes qui travaillent pour cette industrie. Et donc on pourrait dire d'une certaine manière que c'est aussi un fleuron industriel, hein, comme on a l'automobile en France. On a aussi l'industrie de sécurité. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de commerciaux, il y a des entreprises qui cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires chaque année et qui cherchent du coup aussi à augmenter leur parc de caméras et tout simplement leur chiffre d'affaires. C'est ce que j'ai essayé de décrire un peu dans le livre, parce que j'ai oublié aussi de décrire mon enquête. J'ai fait une immersion dans une entreprise qui fait de la vidéosurveillance algorithmique, de la VSA. Je me permets juste d'ailleurs de repréciser, la présentation était très bien, mais la vidéosurveillance algorithmique, ce sont donc des IA qui vont analyser les pixels d'une image et on va les entraîner à reconnaître des objets et des situations. Mais ces objets, c'est nous, hein. Ce sont des humains qu'on a rentrés dans des dispositifs. La loi JO, on va y revenir, on entraîne les algorithmes à repérer nos comportements et l'idée c'est que ces algorithmes puissent être de plus en plus efficaces pour traiter certains... On va en parler ça sur l'avenir voilà, sur le futur ce sera peut-être plus c'était développé, l'ouverture. mais c'est pas grave, c'est très bien, parfait. Et vous avez déjà parlé un petit peu aussi de l'évaluation de l'efficacité, vous en avez dit quelques mots. Oui, très un peu rapidement. d'études, ouais. Ouais, il y a une étude Juste française, développer un peu là-dessus. la méta-analyse qui a été présentée, il n'y avait pas d'étude française. Par contre, il y en a une qui a été faite plus récemment, je pense que c'est pour ça qu'elle n'était pas dans l'étude, qui a été réalisée par le chercheur en action publique Guillaume Gormand, qui a travaillé sur la région de Grenoble, il me semble, et qui a démontré que sur 1925 enquêtes, en fait, lui, il voulait savoir est-ce que la caméra est utilisée pour résoudre les enquêtes. Et sur 1922 enquêtes, il a démontré qu'il y avait 22 enquêtes dans lesquelles on s'était servi des images de vidéoprotection pour les instruire au dossier. Attention, ça ne veut pas dire que les images de vidéoprotection ont permis la résolution de l'enquête, hein. Ça veut juste dire que sur les 22 cas qui sont cités par le chercheur, on a utilisé des images de vidéoprotection. Donc en tout cas, c'est un panel assez intéressant parce que ça prend un certain nombre de cas. Ce qui a été démontré, effectivement, c'est que elle n'a pas été utilisée pour résoudre des enquêtes et c'est assez bien corrélé avec les chiffres qu'on a vus dans l'infographie. On a des chiffres qui se retrouvent, donc ça donne 1,1%, l'étude de Guillaume Gormand, dans l'usage, et on retrouve les chiffres dans l'infographie. Merci. C'est tout pour vous, pour la prise de parole pour ce moment-là. Denis Taledec, je me tourne vers vous maintenant, puisque vous êtes au cœur des décisions locales concernant la sécurité et la prévention. Avant de nous dire comment vous réagissez sur les chiffres avancés et sur l'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide retour en arrière sur l'histoire de la vidéoprotection à Nantes et à Nantes Métropole, parce que c'est quand même aussi, ça apporte des éléments de contexte qui sont intéressants. Alors, tout d'abord, vous rappelez déjà deux choses. La première chose, c'est que, et vous l'avez très bien dit, c'est que la vidéoprotection est à la main du maire, des maires des 24 communes. Moi, je vais vous parler de là où je me suis situé, c'est-à-dire du point de vue métropolitain. La vidéoprotection est jeune dans la mise en œuvre de la vidéoprotection à l'échelle métropolitaine. Pour autant, elle est un peu moins jeune si on parle de communes comme Saint-Herblain, puisque c'est Charles Gauthier qui a été le premier à le mettre en place à l'échelle de la ville. Charles Gauthier qui était donc maire de Saint-Herblain, mais aussi président du Forum français à la sécurité urbaine pendant un certain temps. Le CSU, il faut concevoir comme une coopérative au service des communes, en ce sens où le CSU va gérer le centre donc, de supervision urbain, qui va mettre des agents derrière des écrans pour faire un certain nombre d'actions, et je vais y revenir. Pour autant, c'est chaque maire qui va décider de positionner les caméras là ou là, en fonction
du diagnostic qu'ils vont effectuer sur leur commune. Mais il faut, pour apprécier la question de la vidéoprotection, il faut se dire qu'il y a deux grands types de vidéoprotection. Il y a la vidéoprotection qui a comme outil un centre de supervision avec des agents derrière en direct 24/24, 7/7 qui suivent les images et qui vont faire des vidéopatrouilles, etc., etc. Et puis il y a un deuxième type de vidéoprotection qui est la vidéoprotection plutôt sous l'angle enregistreur, genre la boîte noire d'un avion en fait, qui va enregistrer des images qui ne seront exploitées que lorsque délit constaté ou pas, sur réquisition ou pas par rapport à ça. Mais ça engendre deux types d'actions différentes, puisque on le comprend bien, par exemple, que sur une vidéoprotection enregistreur, ça ne va pas amener à une intervention rapide et directe sur des faits avérés. Lorsqu'il y a un centre de supervision urbain, là, il va y avoir possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des vidéopatrouilles, un peu comme de l'îlotage, mais en effet de l'îlotage à travers des caméras. Préciser un petit peu ce que c'est que l'îlotage peut-être pour... C'est-à-dire, voilà, on a d'ailleurs qu'on a à côté, je ne voudrais pas opposer les choses, c'est voilà, une patrouille sur un territoire déterminé, un quartier régulière et organisée, ceci durant toute l'année. Et puis, on a aussi la possibilité d'avoir des interventions en direct coordonnées, comme on dit, lorsque on va intervenir sur un gros point de deal où on va mobiliser les forces de sécurité intérieure qui peuvent aller de la police nationale jusqu'à la police municipale, etc., sur une intervention en direct. Donc ça, ce sont des initiatives. Et dans ce type de centre de supervision urbain, vous avez deux types. Les centres qui sont circonscrits à une commune et ceux qui sont à destination d'un bassin de vie, en fait. Et donc, c'est le cas à Nantes, puisqu'il est métropolitain. Je le dis parce que pour avoir échangé, par exemple, avec mon homologue bordelais en son temps, il me disait « Ah ouais, vous avez la chance de l'avoir à l'échelle de la métropole. Nous, à Bordeaux, on l'a que à l'échelle de la ville. » Parce que, notamment, ça permet de traiter ce qu'on appelle les chemins de fuite, c'est-à-dire lorsqu'il y a un délit qui est effectué et que le délinquant ou les délinquants partent et sont en fuite, eh bien, il ne faut pas que ça s'arrête à la frontière de la commune. Parce qu'après, on ne sait pas, ils disparaissent avec les yeux qu'on a. Voilà. Là-dessus, je pense que c'est bien de rappeler en fait l'ensemble de ce type, enfin de l'outil et comment ça peut se mettre en œuvre. Pourquoi je dis ça ? Et comme le temps est un peu... Je suis bavard. Oui, sur votre bulle de confiance, là, il y a un truc, ça, avec moi, ça ne va pas le faire. Je suis trop bavard en fait. Oui. Donc il faut m'arrêter, il faut m'empêcher de parler en fait. Mais peut-être nous dire juste votre réaction par rapport aux chiffres présentés, que ce soit ceux qu'ont donné Thomas Jusquiam. Tout à fait. Eu égard à ce que je viens de dire, c'est pour ça que l'introduction est importante. Vous allez voir où je vais en venir dans la démonstration. C'est que l'étude qui a été effectuée en Isère, en effet, eh bien, se situait en zone gendarmerie. Les zones gendarmerie disposent essentiellement en fait, de boîtes noires en fait, et pas de centres de supervision. Donc, ce qui fait que lorsqu'on doit tout à fait extraire des images derrière, les gendarmes, tout d'abord, à l'époque où ça a été fait, il y avait très peu de gendarmes qui étaient formés à l'utilisation de ceci. Et puis, ça demande de la RH. Donc, en fonction de votre surcharge de travail et puis de la nature du délit, eh bien, vous allez mettre un agent pour faire rembobiner la cassette, pour faire court, hein, je l'imagine comme ça, et puis je l'image comme ça, pardon, et puis aller rechercher. Ça demande énormément de temps, notamment pour des agents qui ne sont pas formés à faire ce travail-là. Pour autant, je pense qu'il faut pondérer. Moi, je pense qu'il n'y a pas de grande vérité en la matière. Il y a deux choses qu'il faut regarder. Moi, je peux vous donner des chiffres sur Nantes, sur l'intervention en direct, par exemple, et puis sur l'utilisation de la vidéoprotection dans l'instruction.
essayer d'évaluer l'efficacité et l'efficience, c'est somme toute très compliqué. Je vais vous donner un exemple parallèle, parce que moi je suis de ceux qui défendent le fait qu'il ne faut pas déployer tout azimut ce type d'outil. Il ne faut pas oublier que la vidéoprotection, c'est juste un outil au service d'un enjeu plus global, qui est la sécurité des personnes et des biens. Et qu'en effet, la vidéoprotection sans agent sur le terrain, ça ne sert pas à grand-chose et on peut le comprendre. Mais pour autant, eu égard au phénomène qu'on peut rencontrer, ça peut être un outil, un gain de temps dans l'intervention. Je vous donne juste 2-3 exemples, on y reviendra peut-être. Nous, ça nous a permis à Nantes, par exemple, d'intervenir sur une femme qui se faisait agresser et ça nous a permis d'envoyer des agents directement sur le terrain et empêcher, il faut le dire, il faut mettre des noms, un viol qui aurait eu lieu si on n'avait pas mis ça en place. Ça nous a permis, par exemple, et tout le monde a, sur l'investigation, de retrouver le coupable de celui qui avait mis le feu à la cathédrale de Nantes, puisque les images ont servi aux enquêteurs pour justement démontrer, alors qu'ils niaient à la base, que c'était ceci. Et puis je ferai juste 2 remarques. Rapide, hein, Ah ouais, parce que vous dépassez là déjà. Mais je pense qu'apprécier ces questions, c'est les regarder de manière plus globale. Je rapporterai les propos du procureur de la République qui nous dit très concrètement, moi, sur les petits délits, si j'ai pas d'image, j'instruis plus, parce que je suis débordé en fait par les dossiers. Donc l'image me permet d'investiguer plus rapidement et d'instruire plus rapidement. Deuxième chose, le DIEPN, donc le directeur interdépartemental de la police nationale, disait en public, hein, donc je peux rapporter ses propos, il disait, globalement, nous, notre souci, c'est de collecter du témoignage. Et aujourd'hui, plus personne témoigne. Et donc, l'image vaut témoignage, et nous, ça nous permet, justement, en termes de preuves, de collecter et d'apporter de la preuve. Voilà. Merci. Oel, je te laisse la parole. Oui. Pour expliquer la marche à suivre, là, pour les questions. La parole pour vous la laisser, hein. C'est ça l'idée. Hein. Le but étant que ça soit vivant et interactif. Sinon, on entend plein de données comme ça, et puis elles rentrent dans une oreille, elles repartent de l'autre. J'ai envie de vous mettre un peu en mouvement et que ça soit vivant. Ah, ça marche plus, ça. Pas grave. On va pas faire de chorégraphie, hein. C'est pas ce que tu Non, on va pas danser, c'est pas prévu. Ok. Un peu le même principe que tout à l'heure, avec une nouvelle question qui va arriver. C'est 3 minutes par 2, trouver quelqu'un d'autre, quitte à vous lever, quitte à vous mettre, voilà, s'il faut se lever pour trouver quelqu'un d'autre avec qui échanger. 3 minutes, c'est un temps très court. Et donc ça demande justement cette parole brève qui est difficile, hein, je compatis, moi j'ai le même problème, d'aller à l'essentiel. Ça peut être peut-être 1 minute chacun pour vous dire c'est quoi qui m'a marqué le plus, et d'arriver avec votre binôme à choisir une question que vous voudriez leur poser. C'est à vous. 3 minutes, ça passe vite. Le temps de trouver son binôme, ça serait dommage de perdre du temps. Qu'est-ce que j'ai eu? C'est quoi ces 2 questions que j'ai reçues pour l'instant? Qui a tort? Qui a raison? Sacrée question, pas facile. Et la vidéoprotection est-elle vraiment utile? Pour l'instant, je n'ai recueilli que ces 2 questions-là. Ce qui veut dire que le temps que vous avez pris, Denis Taledec, à expliquer que c'était utile, vous auriez pu l'utiliser là maintenant pour répondre à la question. Ah. On gagne du temps comme ça, non? J'en ai quelques-unes. Qui est protégé? Je fais un petit listing. Ouais. J'en ai beaucoup qui sont apparus. Qui est protégé par la vidéoprotection? Sur quoi s'appuient les maires pour décider de l'installation des caméras? À quoi ça sert si les moyens de la justice n'augmentent pas en conséquence? La vidéoprotection naît de la vidéosurveillance? Les caméras sont-elles fixes ou à 360 degrés? Qui contrôle la mise en place de caméras privées qui filment l'espace public? Pouvons-nous avoir des faits concrets sur l'efficacité de la vidéoprotection sur Nantes et chiffrés? C'est un petit échantillon, il y en a peut-être qui n'ont pas été cités, je m'excuse vis-à-vis de vous. Elles sont toutes collectées et nous, elles vont vraiment nous être utiles pour notre travail. Hein. On va se servir de ces questions, nous, pour les intégrer dans notre réflexion, et pour le panel, elles sont aussi très utiles. Je ne sais pas qui a envie de répondre à une question volée. On ne va pas répondre à toutes puisqu'on a quand même un timing, mais qui a envie de prendre le micro là pour répondre à l'une de ces questions? Il y en a peut-être une qui a accroché votre oreille. Il y en a qui sont peut-être plus faciles que d'autres. 360 degrés ou pas, c'est peut-être plus simple que les autres. Je ne sais pas.
Et je suis à nouveau sur une lecture partielle. Et je m'en excuse. Je ne peux pas traiter l'ensemble. C'est un échantillon aléatoire. Je On veux peut- bien on répondre peut sur en les fait- chiffres. Voilà, ouais, allez-y, oui. Donner des Les chiffres précis ouais. en fait. Donc moi ce que je peux donner comme chiffre précis, c'est que le nombre d'échanges téléphoniques entre les forces de l'ordre et le CSU, c'est 3000 par an. Le nombre d'enquêtes judiciaires, enfin d'extraction vidéo réalisées pour des enquêtes judiciaires, c'est 700 d'extraction vidéo. Le nombre d'opérations coordonnées dont je parlais tout à l'heure, c'est 260 par an. Tout ça est annuel, est une moyenne annuelle. Et ce qu'on appelle le nombre de gestions opérationnelles déportées, c'est-à-dire lorsqu'on a de la gestion de grands événements, etc., c'est 50. Sur le positionnement des caméras, tout dépend du maire, en fait, encore une fois. Sur la ville de Nantes, ce sont des diagnostics croisés entre police municipale, police nationale, parce qu'il n'y a pas de zone gendarmerie sur la ville de Nantes en tant que telle, mais sur la métropole, il y a des zones gendarmerie. Donc ce sont des diagnostics croisés. Nous, la doctrine de positionnement des caméras, vous voyez, on n'est pas non plus sur la fourchette haute ni sur la fourchette basse sur Nantes. C'est un déploiement qui est issu de ces diagnostics. Voilà, donc on essaie de pondérer le déploiement tout en déployant quand même beaucoup plus. C'est-à-dire que la rampe que vous avez vue là, comme ça part de 2018, avant 2018, il n'y en avait pas. Donc c'est évident que la rampe, elle est au départ plus importante en fait par rapport à ça dans le déploiement. Voilà, en tout cas sur les deux. Et sur les caméras fixes et 360, il y a deux types de caméras en fonction du désir d'utilisation de la caméra. C'est-à-dire sur des chemins de fuite, vous n'avez pas besoin d'avoir 360. Par contre, si vous êtes sur un espace public qui doit couvrir point d'île, etc., vous mettez du 360. Voilà. Et encore une fois, je ne suis pas ni le procureur, ni l'avocat des caméras de vidéoprotection. Pour autant, je tiens à le dire. Je n'ai pas de, comment dirais-je, je suis pas dogmatique en la matière. Je regarde simplement dans les responsabilités qu'on a, comment on peut utiliser cet outil. Et cet outil, je le dis, en effet, il y a une question qui a porté dessus. À Nantes, il manque 24 magistrats. Et ça va avec ce que je disais tout à l'heure. Ça va même avant. Ça va de la prévention de la délinquance jusqu'aux magistrats. Si on ne travaille pas ce continuum de sécurité et qu'on développe juste de la caméra, ça n'a pas de sens. Et en effet, c'est l'ensemble. Donc, ce n'est pas opposer les choses, il faut investir sur l'ensemble du continuum de sécurité, chose qu'on a faite des médiateurs, qu'on a rajouté, éducation spécialisée, etc. Je passe l'ensemble, jusqu'à des policiers municipaux en plus. Et comme je disais, comme je le disais auprès du procureur, bientôt on sera obligé de l'employer parce que vu la charge qui pèse sur les collectivités aujourd'hui, eh bien, on voit bien les difficultés qu'on a à porter l'ensemble malgré tout dans la demande de besoins de ressources humaines en la matière. Thomas, oui, si vous avez une question que vous avez attrapée. Oui, je vais revenir sur l'efficacité, ce qu'elle a été posée, et je pense que ça mérite un peu d'être clarifié. Là, les chiffres qu'on a vus, je crois que c'est ça. Donc, j'avais noté, donc on a 3000 extractions depuis le 2018, du coup, les images ont été utilisées dans 2,8% des cas. Donc, ça nous donne une petite idée. Alors, pourquoi elle est inefficace? C'est aussi intéressant de répondre à cette question. Il y a eu énormément de flux qui ont été déployés dans l'espace public pendant des années et on n'a pas forcément mis des personnes derrière pour les surveiller. Il y a les travaux d'un chercheur, Florent Castagnino, pour ne pas le nommer, qui est dans la salle. Je ne montrerai pas du doigt parce que c'est mal élevé. Qui a travaillé sur une thèse et qui a démontré effectivement que c'est un travail d'opérateur de vidéoprotection, d'OVP, qui est difficile. Il gère plusieurs dizaines d'écrans, il y a du séquençage, les gens fatiguent. Et puis surtout, ce qui démontre à la Gare du Nord, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose en fait. Et donc d'ailleurs que leur métier ne s'oriente pas d'ailleurs sur des finalités sécuritaires, mais aussi pour de la sécurité incendie, pour d'autres éléments que j'ai malheureusement oubliés.
Et on va retrouver aussi certaines problématiques de ce qu'on appelle de masquage, c'est-à-dire que tout bêtement, les caméras deviennent vieillissantes. Au-delà des faits qu'il n'y a pas toujours des gens pour les surveiller derrière, je veux dire. Il y a des problèmes de masquage qui viennent se coupler à ça, donc des caméras vieillissantes, du pixel qui n'est pas assez net, le temps aussi, quand il pleut, les images sont moins nettes, la poussière aussi, les caméras qui se décalent. On a aussi des caméras qui sont installées en hiver et au printemps, les fleurs et les arbres poussent et on est masqué en fait. Enfin, il y a plein de petits problèmes comme ça, mais disons que l'argument central, c'est de dire, en tout cas celui des industriels, c'est de dire on a trop de flux et il faut du coup plus de gens derrière, mais plus de gens derrière, vous l'avez dit, ça coûte très cher. Je le rappelle, à Nantes, on a du coup 5 millions pour la construction du CSU et 660 000 euros par an. Donc ça a un coût qui est important, donc avec des niveaux d'efficacité qu'on discute là maintenant. Et surtout, c'est aussi une passation pour le sujet d'après, mais c'est comme ça que la vidéosurveillance algorithmique arrive. C'est depuis 1994, on met plein de caméras, donc moi ce que j'appelle du technosolutionnisme, c'est-à-dire on a du crime, on a de la délinquance, mettons des technologies qui surveillent l'espace public. On se rend compte que c'est globalement inefficace. Du coup aujourd'hui, en fait on en a mis trop, pas assez de gens pour surveiller. Et bien il y a l'IA avec la vision par ordinateur, le deep learning qui arrive. Et bien ce problème va être réglé par la détection automatique de comportement que propose la VSA. Encore une surcouche de technologie, mais on va en parler juste après, je pense. Justement, je propose. C'était. Alors, vraiment, oui, sur les chiffres, mais après, très rapidement, juste sur les chiffres, je ne sais pas d'où sort le 2,3, 2,8 là. 2,5, voilà. Même le 2,5, je ne sais pas d'où il sort. Les sources sont sur le document, mais. Oui, mais du document, je ne connais pas la source parce que nous, on ne l'a pas à l'échelle de la métro. Donc, je suis preneur, le cas échéant. Et puis, la question de l'efficacité et de l'efficience est somme toute très compliquée. Est-ce qu'un agent de police il est efficace ou pas efficace? Comment je juge ça? Parce qu'en creux, la vidéosurveillance vous permet aussi d'innocenter. Et je vous donne un exemple très concret. Au Nantais présent, la caméra qui a été mise sur le parking à vélo à Gare Nord, sur lequel on avait beaucoup soit de vol, soit d'atteinte aux deux roues là-bas. Depuis qu'on a mis 2 caméras là, ça a eu une vertu, c'est qu'on a vu le nombre d'infractions complètement chuter par rapport à ça. Donc je ne dis pas, encore une fois, que c'est efficace. Oui, dans cette zone-là, ouais, complètement. Mais c'était dû à des faits qui duraient depuis 1 an. Donc la question qui se pose en fait par rapport à ça, c'est appréhender. Je pense que moi, on est jeune par rapport à ces travaux. Je suis complètement demandeur de travaux universitaires en la matière. Je trouve ça particulièrement intéressant. Et c'est pour ça qu'on a monté un observatoire à l'échelle de la... On va en reparler après. C'est important, c'est important. Oui, on en parle. Et sur le sentiment d'insécurité. Ouais. Parce que c'est aussi important en la matière de regarder et d'apprécier les choses. Merci, ouais. Parce que comme ça, on va séquencer par tronçon, comme on s'était dit. Vous avez commencé à l'aborder, Thomas. Oui, tu voulais revenir sur les chiffres. La source est là. Pour partager, pour répondre à votre question directement, nous, c'est à confirmer. Hein. On demande justement que ça soit remis en cause. On est dans un travail de recherche et donc bien sûr, si vous avez des corrections à apporter, avec plaisir et avec vos équipes. C'est le nombre d'opérations coordonnées qui a été décrite par le CSU, donné par le CSU. Donc il y en avait 1080 depuis 2018. Ramené au nombre d'opérations, donc ça c'est une source CSU, une donnée publique, le nombre d'opérations coordonnées réalisées avec le CSU, ramené au nombre d'opérations, au nombre de faits sur la voie publique, qui sont aussi des données libres. Donc ça c'est pour les interventions directes, et pour l'autre c'est le nombre d'extractions de vidéos ramené au nombre d'opérations, de faits sur la voie publique. C'est un calcul assez basique qu'on a fait à partir de données publiques. Et avec plaisir pour une discussion contradictoire sur le sujet.
on revient sur justement il y a besoin d'humains derrière ces caméras pour analyser, pour passer à l'action, enfin surveiller, protéger. Et donc on commençait à dire que c'est pas assez et il faut envisager des nouvelles technologies. Donc par rapport à ce que vous avez comme expertise, vous, dans les dispositifs de surveillance, quelles évolutions, les usages vous paraissent les plus probables dans un futur proche à 5, 10, 15 ans? Je ne sais pas, des drones qui viendraient filmer là où ils ont envie de filmer, ou en tout cas sur ce qui est tangible aujourd'hui, on en est où? Et puis, quelles conséquences ça peut avoir sur nos libertés, nos comportements? Est-ce que ça peut avoir déjà une incidence sur nos comportements? Alors, les drones, c'est déjà le cas. Ouais, ça fait un petit moment maintenant. Où ça? Il y a des arrêtés préfectoraux assez réguliers sur souvent les grands événements. Pas que les JO, mais toutes les manifestations culturelles, sportives. Il y a le site de la préfecture de police qui, pour ceux que ça intéresse, qui a l'obligation de mentionner à chaque fois l'utilisation de drones. Et quand on va sur le site, on voit que c'est assez régulier. J'ai pas plus d'infos là-dessus, mais ceux qui s'intéressent, ils peuvent aller sur le site de la préfecture de police. Donc du coup, tu me demandais où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On en est où et qu'est-ce qui paraît le plus probable dans la technologie, oui. Les technologies mises en Donc place. sur la vidéosurveillance algorithmique. Hein. Ouais. Ok. En fait, la vidéosurveillance algorithmique, elle marche plus ou moins bien aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'une IA sait très bien faire aujourd'hui, c'est détecter un objet quand il n'y a pas trop de complexité autour. Donc, par exemple, il y a une expérimentation de la loi JO du 19 mai 2024 qui est en cours, qui finit en mars 2025. J'ai eu un échange avec le ministère de l'Intérieur sur un premier rapport, on va dire, de ce qui se passait. Et effectivement, il y a 8 cas d'usage qui ont été présentés dans la loi. Détection d'armes, usage de voix, mauvais usage de voix, intrusion, détection de bagages. On va dire qu'il y a un cas d'usage qui fonctionnait assez bien, c'est détecter un humain sur les voies. Autrement dit, sur les voies, il n'y a aucun élément perturbateur pour l'IA. Détecter un objet, assez bien le faire, autour de 95-99% de taux de réussite. Par contre, dès qu'on arrive sur une complexité, ça devient difficile. Donc l'exemple, c'est la détection de bagages abandonnés. Ça, typiquement, les IA ne savent pas très bien le faire parce que quelqu'un qui s'éloigne du bagage, qui revient, des gens qui croisent, qui se rapprochent, ça ne veut pas dire qu'on n'arrivera pas à le faire un jour, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas très efficient là-dessus. Donc la détection d'objets, ça marche plutôt bien. Mais surtout, ce qui marche plutôt bien et qui est malheureusement utilisé de manière parfaitement illégale, ça a été montré par le journal Disclose il y a quelques temps, c'est la reconnaissance faciale. Ça, la reconnaissance faciale, on a un niveau d'efficience qui est plutôt bon. Alors, ça demande quelques détails du style, la caméra, il faut qu'elle soit quand même de bonne qualité. Il faut qu'on ait une photo de la personne qui soit aussi d'une relative bonne qualité. Mais globalement, détecter le visage de l'un d'entre nous, ça se fait plutôt assez bien. Et pour information, elle est autorisée que sur exception. On le retrouve notamment sur le système Paraf dans les aéroports, pour ceux qui prennent l'avion. Donc on est identifié au niveau, par un système de reconnaissance faciale. Et sur réquisition judiciaire, c'est aussi possible sur certaines enquêtes, mais on est dans l'ordre de l'exception. Sauf qu'effectivement, l'enquête de Disclose, je le précise quand même, a montré que la police nationale, donc au niveau régalien, c'est pas au niveau municipal, utilise le logiciel Briefcam qui permet de faire de la reconnaissance faciale depuis 2015. Donc ça, c'est en tout cas en France et même à l'international, avec cette entreprise Briefcam, entreprise israélienne rachetée par le groupe Canon japonais. Eux sont déployés dans le monde entier et pratiquent la reconnaissance faciale, et ça marche plutôt bien. Donc moi, à titre personnel, si vous me donnez mon avis, je pense que les usages techniquement efficients, c'est celui de la reconnaissance faciale. Et je rajouterais peut-être pour finir la vidéo-verbalisation. Parce que moi, dans mon expérience d'immersion dans une entreprise de vidéosurveillance algorithmique parisienne, j'étais donc directeur commercial et je devais donc vendre le logiciel dans les mairies. Et c'est ce que j'explique dans mon livre et dans certaines enquêtes, notamment dans le monde diplomatique. C'est clairement ce qui intéresse les mairies, c'est le retour sur investissement. C'est-à-dire que c'est bien mettre de la vidéosurveillance algorithmique, mais c'est aussi un sujet politique qui peut être compliqué.
Par contre, le retour sur investissement financier, c'est-à-dire automatiser la vidéo-verbalisation, ça intéresse les élus, clairement. Parce que détecter une voiture en contresens, détecter un feu rouge grillé, détecter une trottinette sur une mauvaise voie, détecter un scooter sur une piste cyclable, ça, on sait bien le faire. La loi ne l'autorise pas aujourd'hui. Hein. Ça ne veut pas dire que ces logiciels ne sont pas déployés. Je finirai juste là-dessus. La loi JO du 19 mai 2023 est venue autoriser officiellement l'usage de la vidéosurveillance algorithmique. Sauf que ces entreprises, elles existent depuis longtemps en fait. Et elles sont déployées dans les mairies depuis un petit moment. Et ces usages que je viens de citer sont déjà utilisés. Je le montre dans certaines de mes enquêtes. Denis Tailladec, comment vous, en tant qu'élu métropolitain et puis citoyen aussi, parce que vous êtes un citoyen comme nous, comment vous le voyez ça, le côté, on améliore, on cherche à avoir de l'efficience. Donc, il y a le côté, on parle souvent là des smart cities, les villes intelligentes. Comment est-ce qu'on combine tout ça? Comment est-ce que vous voyez, vous, la ville intelligente de demain, à Nantes Métropole, par exemple? Je vais vous dire comment on ne la voit pas déjà, puisqu'on a très clairement monté une charte, notamment sur l'IA à la métropole de Nantes, qui empêche toute utilisation d'IA. Donc nous, on n'en a pas. Lors de la loi GO, on s'est clairement exprimé contre. Et on n'en utilisera pas. Ça va avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des agents, il faut de l'humain derrière, il faut du traitement différencié, objectivé pour pouvoir traiter la question. Donc il n'y a pas d'IA, on n'en aura pas par rapport à ça. Pour autant, je peux vous témoigner... Vous parlez d'IA reconnaissance faciale ou IA tout court? IA tout court, voilà. Bon, après, il y a IA. Hein. Si dans nos traitements de texte, on n'a pas de correcteur orthographique, on aurait quelques soucis, donc on utilise quand même les correcteurs orthographiques. Mais on voit très bien dans ce dont je parle, ce qui peut porter atteinte, notamment aux questions liberté individuelle, mais bien plus loin, en fait, le traitement aussi caractérisé des personnes qui peut poser problème derrière ceci. Pour autant, je peux témoigner. Oui, l'utilisation de drones. Je suis invité à une conférence à Nice à l'invitation de M. Estrosi. J'arrive et vous savez, dans ces conférences-là, il y a des stands, etc. Et la police municipale de Nice était présente et il y avait un drone qui était présent. Vous avez des drones à Nice, quand même extraordinaire. Et il me dit, et le policier municipal qui dit oui, on en a deux, voilà, formidable et tout. Je dis mais vous pouvez les utiliser parce que la loi ne vous autorise pas. Il dit non, ils sont dans le placard, mais on en a. Donc voilà, donc il y a des collectivités qui sont dotées de drones pour les mettre dans leur placard. Maintenant, ils peuvent. Voilà, la loi a évolué en la matière, il faut le savoir en fait. Mais sur les zones urbaines, c'est très. Mais réciproquement. On a un certain nombre de faits délictueux qui se font avec l'utilisation de drones aujourd'hui, en fait. Hein. Je fais référence notamment au passage d'un certain nombre de stupéfiants dans les prisons françaises qui passent par des drones et où une certaine fourniture de matériel, etc. La question qui se pose, moi, de manière plus globale, en fait, et on le voit bien, nos craintes, c'est demain Minority Report, etc. derrière. Et je pense qu'il faut qu'on soit très attentif, en effet, parce que ce qu'on construit aujourd'hui en termes d'éthique et d'empêchement à aller plus loin, ça permet de construire la société de demain, en fait. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur des technologies. Pour autant, il ne faut pas être dupe de l'utilisation de ces technologies, en fait. Et la question qui se pose, c'est nous, collectivement, qu'est-ce qu'on dessine comme niveau de crête, en fait, par rapport à ça. Parce que, en effet, la technologie évolue, ça peut aussi avoir des effets positifs. Et je prendrai un exemple. On a mis en place, par contre, le LAPI, la lecture automatisée des plaques d'immatriculation, en vous écoutant. Donc, ça me faisait penser à ça. Il se trouve qu'en plus, c'est moi qui ai mis ça. Donc, voilà. Voilà. Alors, c'est de l'IA? Non, c'est pas de l'IA. Alors, ça dépend. Faut me laisser finir. Il y a une voiture qui passe, qui prend en photo l'ensemble. On a un géopositionnement derrière, en effet, des photos prises. Et ceci remonte au PC, en fait. Et derrière, on a des agents assermentés.
qui vont regarder les photos systématiquement, et eu égard aux 6 photos qu'ils doivent regarder, qui vont, comment dirais-je, émettre ou pas, verbaliser ou pas, faire du FPS ou pas, en fait. FPS. Forfait post-stationnement, puisque ce n'est plus des contraventions. Et c'est traité comme ça. On a une vingtaine d'agents qui le font tous les jours par rapport à ça. On a pris en plus comme doctrine d'emploi, c'est le doute profite à l'usager là-dessus. Alors, le fait de prendre des photos, mais ça se faisait de manière pédestre avant, en fait. Vous avez SVP, prenez les 6 photos, etc., et verbalisez en direct. Nous, il y a une voiture qui prend les 6 photos et qui envoie derrière à des agents assermentés qui, eux, vont les instruire, les regarder et émettre le FPS. Vous savez quel logiciel c'est? Alors, techniquement, là, vous me posez... Mais en même temps, c'est pas demandé le quel débat. logiciel c'était. techniquement, je ne vais pas vous Ça aurait été répondre, parce que là, je suis bien incapable de vous répondre. Ça va être intéressant pour l'avis citoyen. Vous allez pouvoir continuer cet échange pendant que vous-même, vous allez pouvoir aussi continuer cet échange. Vous voyez que c'est un sujet complexe. Il y a qui a tort, qui a raison. Je pense qu'en fait, la réalité, c'est la complexité de ce sujet et c'est ce qu'on essaye d'embrasser. Et je vous encourage à le faire sur ce temps d'échange, 3 minutes entre vous. Comment vous voyez les choses dans le futur sur cette question? Essayez de retrouver un nouveau binôme et de poser les questions sur ce QR code. Comment délimiter le cadre législatif de l'utilisation de caméras de vidéoprotection pour prévenir des utilisations liberticides dans l'avenir via un gouvernement excessivement répresseur? Pourra-t-on verbaliser les propriétaires de chiens qui ne ramassent pas leurs crottes? Un peu de légèreté. Pourra-t-on inclure des dispositifs haut-parleurs dans les caméras pour pouvoir interagir avec l'action en cours? Comment la métropole compte pérenniser son positionnement sur la non-utilisation de l'IA une fois son mandat passé? Comment la métropole compte pérenniser son positionnement sur la non-utilisation de l'IA une fois son mandat passé? C'est le principe démocratique. Je peux dire que ça... Comment comptez-vous mettre à niveau le parc de caméras actuelles qui sont déjà jugées obsolètes car non utilisables pour la majorité des cas dans le cadre de la justice? Mauvaise qualité d'image. Il y a des questions qui sont presque pour le temps 3, déjà. Ça fait une bonne transition. Est-ce qu'on a le droit de les... Alors, est-ce qu'on les garde pour tout à l'heure au chaud et on répond sur les autres? Moi, je propose de faire ça pour gagner un petit peu de temps. Tu es libre sur ta table ronde. Ouais, je suis la chef. Ouais. Yes. Donc oui, tout ce qui est question sur liberté individuelle, démocratie, on se garde ça pour le 3e temps. Donc il nous reste les crottes de chien. Ça, j'ai retenu. Il nous reste les dispositifs haut-parleurs. Les dispositifs haut-parleurs, on est plus dans la techno là, ouais. J'en ai des nouvelles qui sont arrivées. Quelle ligne de crête dans l'usage de la vidéoprotection entre surveillance permanente des citoyens et protection des citoyens? Les tags. Okay. Je crois qu'on a identifié la personne qui a posé cette question. Il y a aussi la charte de conduite, est-elle gravée dans le marbre? C'est aussi peut-être un peu temps 3. Ouais. Ou variable des idéaux politiques du Conseil de la métropole et des événements. Alors, on répond sur les questions, on met de côté, hein, on n'exclut pas, on met de côté parce qu'on va en parler tout à l'heure. Mais oui, moi je vais faire une double réponse au parleur crotte de chien improbable. Mais il y avait un reportage qui a été fait il y a quelques années. Les haut-parleurs existent déjà. Donc, qui sont les policiers municipaux qui sont dans le centre de supervision urbain ont accès aux images et ils ont des haut-parleurs à certains endroits. Il me semble que c'était dans la ville de Nîmes ou de Cannes, j'ai un petit doute. Et dans le reportage, on voyait effectivement la propriétaire d'un chien. Chien qui manifestement voulait marquer son territoire et qui se fait surprendre par la caméra, et dans le haut-parleur on a l'opérateur de vidéoprotection qui demande au propriétaire du chien d'arrêter ça. La réaction de la personne est intéressante derrière, elle trouve que c'est abusé, pour reprendre ses termes, qu'elle se sent extrêmement surveillée et bon voilà, c'était un peu la réaction, mais en tout cas pour la vidéosurveillance algorithmique, ça faudrait mettre dans la base de données, parce qu'il faut alimenter d'images la base de données pour qu'elle puisse détecter l'objet. Il faudrait mettre pas mal de crottes de chien dedans pour les détecter, quoi.
C'était très intéressant. Denis Taledec, vous avez... Et j'ai peut-être un complément qui peut être intéressant pour vous, Denis. Quel est le seuil maximum acceptable de caméras à Nantes? Va-t-on rejoindre Nice dans un avenir proche? Et j'avais aussi... vous pouvez... Alors, moi, juste je pour me bagarre compléter entre sur les les deux crottes de écrans. chien, éminemment important dans notre quotidien, eh bien nous, on a une réponse très claire, c'est qu'on n'a pas mis de haut-parleurs sur les caméras. On a créé la BEP, la Brigade de l'espace public, qui a été créée en septembre. Et c'est 45 agents qui sont notamment destinés aux questions de dépôt sauvage, d'insalubrité sur l'espace public et de stationnement sauvage. Ça va avec ce que je disais tout à l'heure, je ne fais pas que le dire, on le fait. Et donc les caméras ne règlent pas tout si on ne met pas d'humain. Et donc nous, on a notre brigade de l'espace public, 45 agents qui sont les anciens ASVP. Et le fait d'avoir créé l'API nous a permis de libérer ces ASVP et de les destiner à d'autres missions, et notamment la gestion de l'espace public. Et de manière aussi très concrète, on n'a pas de caméras obsolètes à Nantes. C'est pas très compliqué, c'est que en fait, nos caméras sont récentes parce que le CSU est tout bonnement récent. Celles qui étaient les plus anciennes, c'était celles de Saint-Armelin, comme je vous le disais, qui avaient été créées bien avant et qui ont été remplacées au moment où on a créé l'ensemble du CSU. Dernier élément, comme je le disais aussi, je pense qu'il n'y a pas de seuil de caméra, puisque, je vous le dis, systématiquement, c'est un diagnostic croisé entre force de l'ordre et CSU sur un territoire donné. Donc s'il n'y a pas ce diagnostic, on ne va pas en créer. Alors même que je dois le dire, oui, j'ai pression tous les jours de nos concitoyens pour mettre plus et encore plus de caméras. Donc on est aussi gestionnaire des deniers publics d'un côté, donc surinvestir, et ça ne sert à rien. Et comme ça a été très bien expliqué, de mettre 10 000 caméras et d'avoir juste 2 personnes derrière les écrans, en fait. C'est la corrélation de l'ensemble dans une visée comment dirais-je, partagée, qui peut ramener ou pas une plus-value sur un territoire déterminé. Donc je pense qu'il n'y a pas de ratio à mettre en place par rapport à ça. Et puis ça va nous amener au reste du débat. Je pense que toutes les autres questions sont liées à la démocratie et au fait de voter là ou là. Et en fonction de, par exemple, la charte que nous avons créée, elle ne vaut qu'avec cette majorité. Si demain la majorité change, charge à la future majorité de refaire ou de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Votez bien. Ouais. Alors ça tombe bien parce que... tu voulais poser une autre question? Je voulais enchaîner, moi, sur le... Oui, il y en avait une, mais ça va faire la transition. D'accord. Dans 10 ans, qui va légiférer, qui va poser les garde-fous et comment seront consultés les citoyens sur ces questions? Qui a consulté sur la vidéosurveillance des PV pour les stationnements? Et du coup, effectivement, je constatais avec ce nombre important de questions sur la démocratie qu'on avait plutôt bien construit notre table ronde. Je ne sais pas ce que tu en penses, puisque c'est le troisième temps. Ça ne se fait pas de s'auto... Et c'est quand même notable de voir que c'est avant tout sur des questions de démocratie qu'il y a des questions qui se posent sur le futur, on arrive dans plus le que sur cœur, la effectivement, technique. là aussi, de cette discussion qu'on a, parce que ça interroge effectivement les rapports à la démocratie, jusqu'où on veut aller, et quelle place on laisse aux citoyens pour contrôler, donner son avis sur ce qu'on choisit comme dispositif. Est-ce qu'on va jusqu'au drone? Si tout le monde veut des drones, est-ce qu'on y va? C'est vous, Denis Taledec, qui commencez cette fois-ci pour nous parler là de ce qui se passe, parce que vous avez commencé à parler de comité d'éthique, de charte. Qu'est-ce qui se passe à Nantes Métropole sur l'utilisation de ces dispositifs pour garantir les libertés? Qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui? Et quelle place on pourrait imaginer laisser aux citoyens dans ces instances, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui? Enfin, je ne sais pas. C'était un point d'interrogation à la fin. Ah. Je n'ai pas senti le point d'interrogation. Question éminemment complexe. Pour autant, je peux témoigner de ce qu'on a mis en place, puisque notamment la délégation que je porte à l'échelle de la métropole n'existait pas sur le mandat précédent. C'est une délégation jeune. Donc il a fallu donc traiter la question, encore une fois, de la vidéo surveillance sans appréhender la question de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Pour moi, ça n'a pas de sens.
Donc on a mis en place notamment le CISPD, le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est un espace qui réunit à la fois tous les services de l'État, préfet, procureur de la République, DIPN, gendarmerie, général de gendarmerie, etc. Sur le volet prévention, tout ce que vous pouvez imaginer en structure qui existe. Le volet judiciaire, pareil, il y a le procureur, etc. etc. Je ne vais pas faire le détail, autrement on en a pour 3 heures. Et puis qui réunit aussi sur des thématiques précises des citoyens qui peuvent y participer. Je pense qu'il devra évoluer, notamment dans sa composition, et voir un peu comment on peut aussi faire évoluer la participation citoyenne, notamment avec des instances comme celle-ci là-dessus. Mais bon, c'est jeune, hein, ça a été créé il y a 2 ans. Il a fallu déjà l'installer dans une dynamique partenariale avec les 24 communes, et croyez-moi, c'est pas toujours simple. Pour autant, j'ai voulu en faire l'objet et la clé de voûte de la politique sécurité et prévention à l'échelle de la métropole. Et pour ce faire, il faut prendre... je suis intimement persuadé qu'il faut objectiver les faits pour prendre un peu de hauteur, les analyser géographiquement par la typologie de faits et aussi dans la durée, et avoir un observatoire dynamique, en fait. Et puis benchmarker les choses par rapport aux autres métropoles et à des phénomènes internationaux. On sait très bien que 60% des problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui en fait de délinquance sont quand même liés aux stupéfiants. Voilà, en tout cas majoritairement. Tout ça engorge tout le système et donc réinterroge tout le système et aussi notre approche de la question. Et donc, on a mis en place l'observatoire, en fait, des faits d'insécurité dont les premiers chiffres vont sortir, des chiffres qui sont benchmarkés avec les autres métropoles, aussi en interne à l'échelle de la métropole entre communes, sur les différents faits d'insécurité. Et puis, de manière concomitante, on a mis en place aussi une observation sur le sentiment d'insécurité. Voilà, par rapport à ça. Pourquoi je dis ça ? Parce que sur la situation nantaise, et je le dis, et je m'en suis jamais caché, oui, la situation nantaise s'est dégradée sur 10 ans, très concrètement. Quand on regarde par contre les faits objectivés, eh bien, à l'échelle qu'on compare à des métropoles équivalentes, c'est pas pire un monde qu'ailleurs, en fait. Et on vit des phénomènes nationaux, internationaux par rapport à ça. Sauf que le Nantais et la Nantaise, normal, logique, ils vivent leur quotidien. Et leur quotidien, il est fait de ça et amplifié par tout un phénomène de réseaux sociaux et de médias qui ont surmédiatisé des faits divers. Ça a fait une bulle et ça a donné un sentiment d'insécurité qui a amplifié le phénomène. Donc la question, c'est comment on arrive à joindre les deux bouts. Et la sécurité, c'est l'affaire de tous. Mais pour autant, une république, elle ne tient que si elle garantit la sécurité des personnes et des biens. Ça, c'est une responsabilité qu'on a collectivement par rapport à ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut mobiliser au quotidien et puis réembarquer l'ensemble des citoyens, tout en faisant juste, parce que je pense que c'est éminemment politique, le distinguo entre deux choses, entre la sécurité des personnes et des biens et le maintien de l'ordre. Ce n'est pas nécessairement les mêmes approches, ce n'est pas nécessairement les mêmes questions, et que tout ça a été très flouté, et que je pense qu'il est temps qu'on réinvestisse tous ces champs avec le plus de clarté et d'objectivité par rapport à ça. Et donc il y a des citoyens dans cet observatoire sur le sentiment d'insécurité, de sentiment d'insécurité ? Alors cet observatoire, c'est notamment est porté par un groupe de travail de 24 communes avec l'ensemble des membres. Et donc il y a des citoyens qui participent au CISPD aussi. Et on a fait une enquête avec la fac avec la fac de sociaux, avec le M2 de criminaux, sur le sentiment d'insécurité et des citoyens qui ont été enquêtés par rapport à ça. On restituera les données. Et puis, juste, j'ai oublié de le dire, il y a un comité éthique sur la ville de Nantes qui a été mis en place avec la vidéoprotection, sur lequel il y a 5 collèges, donc un collège de citoyens, des universitaires, des juristes, les services de l'État, et les élus d'opposition
et de la majorité quant à l'utilisation pour se garantir de la bonne utilisation de la vidéoprotection par rapport à ça. Il peut s'autosaisir, il peut aller au CSU lorsqu'il désire, maîtriser l'ensemble des données et il se réunit au minimum une fois par an. Merci. Juste l'observatoire, ça sort quand vous avez dit prochainement? Bientôt? Vous voulez un scoop? Oui. Ça sera certainement au mois de mars, en fait, les données. Ce sera proche. Et Okay. ça sera tous les ans après. Et on aura des données dynamiques pour voir ce qui évolue, effets négatifs et positifs. Mais moi, je suis de ceux, je suis non encarté, je tiens à le dire. J'ai monté une démarche citoyenne lors des dernières élections. Et je ne renie pas de la démarche que j'ai montée. Et ce que vous posez, en fait, collectivement, c'est la question de la démocratie représentative versus démocratie participative. Je pense qu'il y a un entre-deux, il faut lier les deux, parce qu'il y a besoin de démocratie aujourd'hui en France. Et on va enchaîner rapidement avec Thomas Juscam, puisque on tient notre timing. Il y a un maître du temps qui nous regarde. Comment on maintient l'équilibre entre les demandes de sécurité et puis le respect des libertés individuelles? Est-ce qu'il y a quelque part dans le monde un endroit où on arrive à composer avec ces besoins-là? Et est-ce qu'il y a des citoyens qui s'impliquent? Comment vous voyez la place du citoyen dans ces moyens de contrôle et de décision? Déjà, pour maintenir quelque chose des contre-pouvoirs, c'est pas facile. Parce que je pense qu'il y a la question des contre-pouvoirs. Alors, il y a la CNIL qui joue ce rôle. Il y a aussi des comités d'éthique. Il y a même des chartes éthiques. Moi, ce que j'ai observé, notamment sur Lille, c'est une enquête que j'ai publiée dans le média en ligne Médiacité, c'est qu'il y avait tout le dispositif de contre-pouvoir qui existait. La CNIL qui surveille, la CNIL qui oblige à faire ce qu'on appelle des analyses d'impact sur la protection des données. En gros, quand vous êtes une ville, que vous voulez faire de la vidéosurveillance algorithmique ou pas, vous devez fournir à la CNIL une analyse d'impact pour dire est-ce que le dispositif est mesuré, pourquoi on l'installe. Et la CNIL va s'assurer que le dispositif est proportionné, même si elle ne peut pas l'interdire. Elle n'a plus ce pouvoir, en tout cas, ce qui est aussi problématique. La ville de Lille a créé un comité d'éthique qui se réunit normalement 2 fois par an avec des élus d'opposition. Donc sur le papier, tout semble parfaitement équilibré et patatras, on utilise Briefcam depuis des années. Reconnaissance faciale. Pardon, Briefcam, logiciel ultra sécuritaire de vidéosurveillance algorithmique. Ni le comité d'éthique n'a été averti. L'adjoint à la sécurité dit qu'il était au courant, mais qu'il n'avait pas connaissance de tous les usages. La CNIL n'a évidemment pas reçu d'analyse d'impact. Donc les contre-pouvoirs existent, la réglementation est présente, mais il y a clairement un énorme trou dans la raquette, puisqu'on le voit sur le cas de Lille, hein, et moi j'essaye aussi d'enquêter sur d'autres villes. Et effectivement, il n'y a pas de regard citoyen là-dessus, en fait, suffisamment efficace, hein, de mon point de vue. Et la CNIL, pour ne prendre que son exemple, j'ai un avis assez critique que je vais assumer ici, mais la CNIL, pour moi, joue un rôle d'accompagnateur de ces technologies de surveillance. Elle sert d'une certaine manière le chercheur Félix Tréguer, qui est aussi un des membres fondateurs de la Quadrature du Net, hein, qui lutte contre la surveillance. Hein, il y a un parti pris très fort. Mais effectivement démontre que effectivement, la CNIL accompagne les sociétés et les villes qui veulent s'équiper plutôt qu'elle n'interdit, hein, des projets de vidéosurveillance algorithmique ou de vidéoprotection. Les projets, on en parlait en début de débat, se démultiplient, la vidéosurveillance continue, le nombre de villes continue à s'équiper, le nombre d'éditeurs de logiciels qui proposent ces logiciels-là croissent, et leur chiffre d'affaires augmente. Donc les contre-pouvoirs, d'une certaine manière, je simplifie un petit peu, j'en suis conscient, mais on n'a pas une baisse de la vidéoprotection ni de ces systèmes de vidéosurveillance. Qui surveille les surveillants? C'est une question que j'ai envie de poser. Et je pense qu'un regard citoyen, pour répondre à votre question, il peut être intéressant. C'est difficile, il faudrait, je ne sais pas, un espèce de comité qui serait
dont le comité serait choisi au hasard, qu'on ait des personnes qui puissent vérifier tout ça de manière comme une espèce de contre-pouvoir, mais là-dessus c'est aux citoyens de s'emparer de ça. Mais et je finis peut-être là-dessus, c'est aussi le problème des centres de supervision urbains et de la VSA de manière générale. C'est moi, à un moment, j'enquête sur Lille et sur d'autres villes. Notamment à Roubaix, il y a eu la Ligue des droits de l'homme et le syndicat de la magistrature qui a attaqué la ville de Roubaix pour utilisation de la vidéosurveillance algorithmique. Ils les ont accusés de faire de la reconnaissance faciale, toujours avec Briefcam. Et effectivement, là, on est obligé de croire sur parole le directeur de la police, il me semble, qui dit non, on ne fait pas de reconnaissance faciale. Moi, je pose la question, si vous voulez jouer la transparence, si vous installez des logiciels pour nous surveiller, donnez-nous par exemple les logs d'activité du logiciel, c'est-à-dire qu'est-ce que fait précisément le logiciel. Si c'est transparent, s'il n'y a aucun souci avec ça, très bien, dites-nous exactement quelles sont les opérations. Et effectivement, derrière, il faut des résultats. Combien d'interventions ça a provoqué, combien d'enquêtes ça a résolu, combien de vies ça a sauvé potentiellement. Ce niveau de transparence, pour moi, il n'y est pas du tout, on n'y est pas encore, et il y a même pour le coup une opacité et des contre-pouvoirs qui jouent pour moi un rôle plus qu'étrange, ou en tout cas qui nous font croire que tout est bien carré, alors que dans certains cas, en tout cas à Lille et dans d'autres villes, ça ne l'est pas. Et l'accès au CSU, alors du coup, vous disiez, Denis Taïdec, que c'est ouvert, le CSU, enfin c'est ouvert, c'est pas comme un magasin, voilà. Ouais. Donc ça aussi, c'est un sujet. Enfin, si on va au CSU, on voit s'il y a de la reconnaissance faciale. J'empiète sur les questions, je suis désolée. Non, le CSU, c'est pas open, tout le monde peut passer. Vous pouvez comprendre pourquoi. Pour autant, et lorsque vous êtes saisi de cette question, je vous l'ai dit, vous pouvez aller le visiter. Je vous invite à y aller. Il y a aucun souci par rapport à ça. C'est pas non plus Fort Knox. Et puis non, il est hors de question que ça se passe comme ça. En tout cas à Nantes. Et si vous me levez à Lièvre, comme vous avez levé, vous m'appellerez. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. Vous pouvez venir. J'ai un collègue qui est dans la salle dont je sais qu'il n'était pas des premiers convaincus sur la vidéoprotection, qui a été visité. Je suis le premier à lui dire, mais viens, on va aller le visiter ensemble, etc., etc. Et il y a pas de. Et je pense que d'abord le débat contradictoire, il est important. Ça, c'est la première chose. Il faut assumer aussi ce qu'on peut faire, et l'assumer, c'est le mettre en transparence. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur. Si des outils deviennent opaques, c'est qu'il y a un loup. Un petit peu. Et donc, moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. Il y a même pas, pour moi, il n'y a même pas il y a pas de sujet, en fait. Puisque Les c'est l'outil de invitations tout le monde. sont prises et on lance les questions. Oui. Dernier temps d'échange entre vous. Il va être court parce que je suis désolée, moi. Ouais. Avec cette fois 2 questions. L'idée, c'est à la fois d'échanger sur l'évolution de la démocratie selon vous. Qu'est-ce qui devrait, comment faire de ce sujet une question démocratique. Vous pouvez poser des questions comme on l'a fait jusqu'à maintenant à Thomas et Denis sur cette thématique. Et il y aura une deuxième question, c'est qu'est-ce que vous auriez envie de dire au panel qui travaille sur cette question et qui va continuer à travailler dessus jusqu'en janvier. Les questions que vous écrivez et ces mots au panel, on ne va pas les traiter là. Et je suis désolé pour tous ceux qui auraient une frustration d'avoir posé une question à laquelle vous n'avez pas trouvé de réponse. J'en ai aussi parfois. Mais rassurez-vous, elles sont gardées et elles vont permettre de nourrir le panel dans leurs réflexions et de se nourrir de vos questions pour faire grandir les leurs. Donc merci pour ça, c'est des cadeaux précieux dans cette démarche. Vous y participez en quelque sorte. Et donc là, un dernier temps à 3 minutes, 2 objectifs. Sur Mentimeter, vous avez la question qui est posée sur... Et c'est la fin. Sur ce temps, sur la question démocratique, qu'est-ce qui vous a intéressé, marqué, questionné, surpris, et quelles questions avez-vous envie de poser? Et juste après, je passerai à une autre question, c'est quel message avez-vous envie de laisser au panel? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi déjà, j'ai envie de leur dire merci.
Avons-nous des questions, OL? Je vais prendre les questions et sur Mentimeter, je vais passer à la question d'après sur le message au panel. Vous pourrez continuer. Là, pour l'instant, c'est les questions. Pourquoi le panel n'a pas pu visiter le CSU? Pourquoi ne peut-on... J'imagine que c'est le panel qui a écrit cette question. Pourquoi ne peut-on pas rentrer facilement dans le CSU? Pourquoi ne puis-je pas contrôler l'usage de mes données personnelles? Les membres du panel peuvent-ils se faire une idée et visiter le CSU? Combien de temps sont stockées les vidéos? Comment faire autrement qu'avec la vidéosurveillance? Peut-on faire autrement? Comment dimensionner justement et de manière équilibrée un contre-pouvoir à ce déploiement et cette utilisation de vidéoprotection? Y a-t-il des alternatives existantes à la vidéosurveillance pour pallier au sentiment d'insécurité? Moi, j'ai le droit de visiter le CSU. Peut-être que le panel va avoir le droit de visiter le CSU après ce soir, on ne sait pas. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. En tout cas, moi, je peux confirmer les dires de Monsieur Taledec sur une totale transparence et en tout cas une vraie bonne volonté de transparence vis-à-vis du Conseil de développement. Et merci pour toutes les portes ouvertes. Pour nous, c'est précieux. Notre travail, on peut le faire notamment grâce à ça. On va offrir le mot de la fin à nos deux invités. Je reviendrai aussi vers vous pour un mot de la fin. Et vous aussi, vous pourrez partager un mot de la fin. Je passe à la question suivante. C'est quel message voudriez-vous partager avec le panel? Si vous retournez sur le... Vous pouvez partager un message avec le panel. Je te passe la main. En silence, puisqu'on va demander à nos intervenants de clôturer en fait chacun à votre tour. Alors, j'ai pas d'ordre de priorité. Qui veut commencer? Qui veut terminer? Je vous laisse, voilà. Thomas Juscam, juste, voilà, avec tout ce qui a été dit ce soir... qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter encore comme éclairage? Peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'apporter. Et puis, voilà, vous avez libre cours pendant 4 minutes. Tic-tac. Déjà, je tiens à dire que moi, en enquêtant sur tous ces sujets depuis quelques années, je me rends compte que la sécurité, c'est quelque chose qu'on ne discute pas suffisamment ensemble. Là, ce qu'on fait, c'est très bien, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est décidé à des échelons qui n'est pas celui du citoyen. Et je pense que c'est problématique parce qu'on a tous un rapport à la sécurité qui est différent. Les travaux de René Zoberman, notamment sur le sentiment d'insécurité, démontrent ça. On n'est pas égaux dans la rue. Le sexe, l'âge, le milieu social et aussi l'expérience en fait. On a beaucoup plus peur quand on a été victime en fait d'un événement, d'une agression ou autre. C'est d'ailleurs l'élément le plus important sur le sentiment d'insécurité dans leurs travaux. Les médias ne sont qu'une caisse de résonance. Hein. D'ailleurs, ils ne créent pas de toutes pièces le sentiment d'insécurité, il faut aussi le savoir. Et donc, je pense qu'il faut prendre toutes les sensibilités de chacun pour qu'on puisse les mettre sur la table. Parce que moi, homme trentenaire qui habite à Paris, j'ai jamais peur en fait. Même quand j'ai un coup dans le nez à 4h du matin, je n'ai pas peur ni pour mon portefeuille ni pour mon intégrité physique. Et donc il faut faut que les gens puissent s'exprimer là-dessus. Et à mon sens, ça l'est pas fait. Il faut vraiment qu'on prenne en main cette question-là et qu'on n'en ait pas peur. C'est pas qu'un sujet politique à droite, comme on essaye souvent de le faire croire. C'est aussi une politique qui peut se faire à gauche. Et sur la vidéosurveillance, sur la sécurité encore, la sécurité, c'est pas que la surveillance en fait pour moi. C'est-à-dire que le problème d'insécurité, le sentiment d'insécurité, moi l'insécurité en tout cas autour de moi, c'est des gens qui ont peur pour leur emploi, qui ont peur pour la sécurité, pour l'accès à la santé, qui aussi... l'accès à l'éducation, ça, ce sont aussi des peurs en fait. Ça, ce sont aussi de l'insécurité, quoi. C'est pas que la sécurité dans la rue, quoi. Donc, il faut aussi, je pense, élargir cette focale aux problèmes sécuritaires, réponses sécuritaires. Je pense qu'il faut élargir cette focale. Ça me paraît important parce que le sentiment d'insécurité, d'ailleurs, dans les travaux de Zoberman, démontre ça. Hein. Le problème, c'est même pas le terrorisme ni la délinquance. Les gens ont peur pour leur emploi. Quand on fait des enquêtes un peu sérieuses de sociologie, c'est ça qui ressort. Je crois que la délinquance ressort en 4e position, ce qui, moi, d'ailleurs, m'avait surpris. Et sur la vidéosurveillance plus spécifique, et je finis là-dessus, je pense qu'il y a une question qu'on doit toujours garder en tête, c'est combien coûte ce dispositif? On l'a vu, ça coûte assez cher grâce à l'infographie. Quelle est son efficacité?
Et ça, c'est une question qu'il faut vraiment traiter, parce que tout cet argent-là, ces 5 millions d'euros pour le CSU et ces 660 000 euros annuels de maintenance, qui vont d'ailleurs augmenter avec le nombre de caméras qui vont augmenter, si on les réinvestit ailleurs, dans d'autres politiques qui peuvent faire baisser aussi la délinquance, là, c'est pas mon domaine et je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi réinvestir cet argent dans d'autres domaines si on met en corrélation l'efficacité et le coût que ça induit? C'est une question que je pose. Eh ben, ça tombe bien, comme ça, j'ai pas besoin de le faire. Denis Taledeg, je vous laisse prendre le micro pour 4 minutes. TikTok. Je vais réagir quand même, parce que j'ai une question. Donc, je réagis à cette question avant d'élargir le propos. 5 millions et puis environ 600 000 euros par an, c'est pas énorme eu égard à l'investissement, notamment en moyens humains qu'on a effectué, puisque je vous rappelle que, par exemple, ça a été traité tout à l'heure ou en début sur la question des transports en commun. On est la première métropole en France à avoir mis en place l'UMTC, donc l'unité métropolitaine des transports en commun, c'est-à-dire une police métropolitaine des transports en commun, 32 agents. Si vous comparez le coût de fonctionnement au coût des 32 agents, honnêtement, ce n'est pas grand-chose. Mais je pourrais reprendre cet exemple sur les aspects prévention, etc., derrière. Donc moi, je n'oppose pas les questions de vidéoprotection. Je dis simplement, encore une fois, et je le répète, ça n'a du sens que si on l'inscrit dans un continuum de sécurité avec des moyens investis en matière de sécurité, mais aussi de prévention et sur l'ensemble de la chaîne, en fait, par rapport à ça. Et donc, la vidéoprotection en soi n'est pas, comment dirais-je, une fin en soi. Pour autant, je vois que les débats s'orientent, et c'est tout naturel, vers, en fait, qu'est-ce qu'on veut comme société aujourd'hui et demain. C'est ça qui se pose, en fait, très concrètement. Qu'est-ce que demain, comment on imagine notre devenir et un avenir commun demain autour de ça? Est-ce qu'on veut une société sécuritaire? C'est ça qui est posé derrière, avec des peurs d'un futur autocratique, voire pire encore, et où est-ce qu'on veut une société du bien-être partagée sur de l'espace public, notamment, mais pas que. Parce que traiter les faits de sécurité, c'est pas que traiter l'espace public. Il faut quand même savoir que sur la majorité des faits, en fait, de délinquance et des faits délictueux, voire de crimes, beaucoup ont lieu dans l'espace privé. Sur les violences sexistes et sexuelles, la majorité ont lieu dans les espaces privés. Donc on a un gros travail à faire en la matière et à poursuivre. Et donc pourquoi l'espace public? Parce que l'espace public, c'est ce qui est le plus lisible, c'est le commun, c'est le salon commun, c'est ce qu'on partage, qui a pris d'ailleurs une importance de plus en plus forte, notamment depuis le déconfinement. Parce qu'il y a eu besoin de refaire commun, de rencontrer l'autre et l'altérité, en fait. Et en effet, on a tous notre carte mentale du risque. Et je vous invite à lire les travaux de Sébastien Rocher en la matière. Et qu'on n'est pas égaux face à cette notion de sécurité pure et dure par rapport à ça. Parce qu'en effet, lorsque on est sans domicile fixe à la rue, on est plus enclin à des violences au quotidien par rapport à ça. Lorsqu'on est fragilisé économiquement, on est plus enclin, en effet, à des fragilités aussi en termes de sécurité derrière pour telle ou telle raison. Et donc, on doit faire face à une forme d'américanisation de la société, c'est-à-dire, est-ce que demain, on veut des quartiers pour riches, entre guillemets, avec une sécurité privée, etc. Et puis derrière, il y a ceux qui n'ont pas la chance d'en profiter. Je pense qu'il faut qu'on ait tous conscience qu'on a une responsabilité dans la construction de notre avenir commun. Et donc, ça veut dire que moi, je travaille que peu sur des a priori. Je me dis, oui, la technologie peut être intéressante si on met de l'éthique et si on le met fortement. Par contre, la rejeter, c'est peut-être une bêtise, parce que ça favorise aussi des faits de délinquance qui sont maîtrisés par des réseaux de délinquants
qui utilisent aussi cette même technologie, en fait. Donc, il ne faut pas être naïf de notre côté, mais il ne faut pas être naïf de part et d'autre, c'est-à-dire qu'il faut mettre de l'éthique, de la déontologie, et ça s'appelle tout simplement faire de la politique. Eh bien, on a un petit peu de temps maintenant pour toi, OL. C'est toi qui prends la main. Merci à vous pour le mot tous. de la fin. Merci à vous deux. Le mot de la fin, et le mot de la fin, vous l'avez aussi. J'ai un petit souci, là, pourtant j'ai eu le temps. Je suis fatigué aussi. Ouais, c'est ça. Là, c'est Menti. Ouais, la technologie, tout ça, tout ça. Là, c'est Menti. C'est là que j'ai capitalisé toutes les données que vous nous avez partagées. Et ce que je vous propose, c'est un petit mot de la fin qui va nous faire un joli nuage de mots. Mais tout ça, voilà, on l'a. On le garde et on va le transmettre au panel. Comme tout ce qu'on fait sur cette démarche, le but, c'est vraiment de libérer l'information au maximum. J'ai vraiment envie de remercier chaleureusement Thomas d'être là ce soir. C'est grâce à des personnes comme lui qui travaillent vraiment en profondeur ce sujet-là que nous, on arrive à travailler. C'est grâce aux enseignants-chercheurs, c'est grâce à tous les partenaires qui nous aident à capitaliser cette donnée qu'on arrive à vous la retransmettre aujourd'hui et que ce genre de temps existe. Merci d'être venu de Paris, je crois. Merci aussi à Denis Taledec, vraiment chaleureusement, et à Nantes Métropole, parce que moi, je peux vous le dire et le constater, qu'il y a les portes qui nous sont grandes ouvertes et on accède à des endroits où on n'aurait pas. On peut faire des interviews. Il y a un travail de fond avec les interviews, peut-être avec le procureur, peut-être avec les différentes instances dont vous avez parlé à venir, qui vont venir enrichir notre travail, enrichir la synthèse graphique que vous avez vue. La synthèse graphique que je vous ai présentée et qui vous sera transmise, elle continue de s'enrichir tout le long de cette démarche. Et pour moi, ça va vraiment être un livrable fort, et c'est grâce à cette transparence qui est pas seulement des mots à mes yeux. Et merci aussi à tous ceux qui nous aident dans cette démarche. Donc Florence, aujourd'hui, Florence, elle était animatrice d'une table ronde, mais c'est elle aussi qui va rédiger l'avis citoyen. Et elle nous accompagne sur tout le long du dispositif pour capter la matière et la retranscrire en mots. Il y a aussi Liv qui est derrière, qui est celle qui a fait la synthèse graphique que je vous ai présentée tout à l'heure. Et bien là, elle travaille à faire la synthèse graphique de cet atelier. Elle a capté tout le long de cet atelier un certain nombre de verbatim et d'éléments que vous avez partagés et qu'elle met en forme visuellement. Je ne sais pas si tu as l'occasion de le mettre sur le PC. C'est toujours dur pour elle, là, parce qu'elle a l'impression que son travail n'est pas fini. C'est un dessin graphique. Et je lui demande de le passer là, donc c'est assez inconfortable, c'est souvent comme ça. Merci Liv pour ce travail, et qui va être vraiment le fruit, enfin le livrable dépend de ce genre de soutien. À Sylvie, derrière la caméra, qui va nous faire des vidéos et qui vont, je l'espère, permettre de toucher d'autres personnes que les personnes présentes ce soir, puisqu'on va partager ça sur les réseaux et tout. Et puis à Claire et Christine qui nous accompagnent de Nantes Métropole. On a la chance d'avoir 2 salariés pour nous aider dans cette mission de démocratie participative, et on les fait bosser, hein, je peux vous assurer, ça bosse dur, hein. Les fonctionnaires, tout ça, c'est conneries, hein, ça bosse dur, hein, je peux vous le dire. Merci pour votre aide tout au long et d'être là le soir, tard, tout le temps. C'est aussi ça les fonctionnaires, hein. Et évidemment, à mon copilote Kevin, avec qui je mène cette saisine, qui est là, et à vous tous et toutes d'être là ce soir, parce que si vous n'êtes pas là, ça ne sert pas à grand-chose, hein. C'est une table ronde, ça s'appelle une discussion. D'ailleurs, on n'aurait pas été ici, on aurait probablement été dans un bar. Donc merci d'être venus et de vous déplacer. Et vraiment, c'est utile pour nous. Et en tout cas, moi, je vais parler en mon jeu, puisque c'est ça dans la bulle de confort. J'ai l'impression de servir un peu à quelque chose quand je partage ça avec d'autres personnes. C'est ce qui me motive à faire des heures au carré. On est tous bénévoles au Conseil de développement, mais ce qui s'y passe, c'est des belles choses. Donc c'est aussi j'ai envie de partager avec vous la joie et la richesse de l'engagement individuel.
Et du coup, merci au panel, en parlant d'engagement individuel, qui prennent de leur temps pour remettre un avis. Ah.